vous citer le numéro de l'affaire au rôle? La greffière d'audience, bonjour, Monsieur le Président. Il s'agit de l'affaire IT 01-42I, le procureur contre Vladimir Kovacevic. Le Président, merci, Madame la greffière. Monsieur Kovacevic, m'entendez-vous dans une langue que vous comprenez? Est-ce que Monsieur Kovacevic est bien sur le bon canal? L'accusé, je vous suis. Le Président, merci, Monsieur Kovacevic. Je demande aux parties de se présenter en commençant par l'accusation. L'accusation, merci, Monsieur le Président. Du côté de l'accusation, je m'appelle Susan Somers, accompagnée de Monsieur Philippe Weiner à ma droite et de Mademoiselle Victoria McCreath sur ma gauche. Le Président, merci. Du côté de la défense, bonjour, Monsieur le Président, je m'appelle Howard Morrison. Le Président, merci, Maître Morrison. La première chose que doit faire la présidente Chambre de première instance, compte tenu du fait que nous sommes dans une audience de comparution initiale, Monsieur Kovacevic, c'est de vérifier le plein respect de votre droit à être assisté d'un conseil. Je vois que vous êtes assisté par Maître Morrison et je vous demande si cela est bien conforme à votre souhait aujourd'hui d'être assisté par Maître Morrison. L'accusé, oui. Le Président. Monsieur Kovacevic. La présente comparution initiale a pour but de vous confronter aux charges retenues contre vous afin d'entendre de votre bouche si vous souhaitez dire de quelle façon vous allez plaider par rapport à ces charges aujourd'hui même ou si vous préférez vous prononcer dans un délai de 30 jours. Je vous demanderai d'abord si vous avez bien reçu un exemplaire de l'acte d'accusation à votre encontre dans une langue que vous comprenez. Monsieur Kovacevic, oui. Le Président, avez-vous discuté du contenu de cet acte d'accusation avec votre conseil? Maître Morrison, Monsieur le Président. Le Président, je n'entends rien dans mes écouteurs, mais je crois voir que la réponse était négative. Maître Morrison, c'est exact, Monsieur le Président. En effet, un problème, ou en tout cas un problème potentiel, se pose dans la présente affaire, à savoir déterminer si oui ou non l'accusé est apte à se prononcer quant à sa façon de plaider face à l'acte d'accusation. Donc, c'est une question qui actuellement préoccupe assez la défense. J'ai un exemplaire de l'acte d'accusation. J'en ai donné lecture à l'accusé. Nous savons donc quel est le contenu de l'acte d'accusation. Ce n'est pas l'acte d'accusation qui est en cause, mais la capacité de l'accusé à se prononcer quant à sa façon de plaider. Donc, c'est dans ce cadre que je dois dire que nous n'avons pas discuté des détails de l'acte d'accusation. Le Président, bien, je comprends, Monsieur Maître Morrison, la présente Chambre se réunit aujourd'hui car, comme vous l'avez sans doute remarqué, la comparution initiale de cet accusé a été reportée en raison de la nécessité pour lui de fournir certains documents relatifs à son état de santé. Selon les dernières informations reçues par la présente Chambre, je parle d'informations écrites reçues vendredi dernier, si je ne m'abuse, ainsi que selon les dernières informations reçues verbalement par nous aujourd'hui, nous sommes au courant de l'état de santé de l'accusé, mais pourriez-vous nous dire, Maître Morrison, si vous n'avez même pas demandé à l'accusé quelle serait sa façon de plaider, et si je dois comprendre que vous l'avez simplement confronté aux charges retenues contre lui dans son acte d'accusation. Êtes-vous d'avis que M. Kovacevic est capable d'entendre les charges retenues contre lui aujourd'hui pour se prononcer sur sa façon de plaider dans un délai de 30 jours, comme le prévoit le règlement?
car je me demande s'il est d'une quelconque utilité de donner lecture de l'acte d'accusation aujourd'hui ou si vous pouvez nous dire qu'il en a compris la teneur dans son intégralité. Maître Morrison, Monsieur le Président, la capacité intellectuelle de mon client ne pose pas problème. Il est tout à fait certain qu'il peut lire l'acte d'accusation, il sait lire et il comprend les termes utilisés dans cet acte d'accusation. Donc, lui donner lecture des mots contenus dans l'acte d'accusation de façon à s'assurer qu'il en comprend littéralement le sens n'est pas réellement le problème qui se pose. Le problème consiste à déterminer s'il est suffisamment apte mentalement à se prononcer sur sa façon de plaider et éventuellement à supporter un procès ultérieur. Donc, je ne suis pas spécialiste de psychiatrie, mais je pense que lui donner lecture de l'acte d'accusation aujourd'hui ne servirait pas à grand-chose. Et en tout cas, je vous demanderai de ne pas lui demander quelle sera sa façon de plaider aujourd'hui. Le délai de 30 jours, c'est manifestement la question qui doit recevoir réponse, car certaines choses doivent se passer entre aujourd'hui et la date et 30 jours plus tard. Donc, je vais demander à la Chambre de première instance de prendre connaissance d'abord des rapports psychiatriques le plus rapidement possible. Je dis le plus rapidement possible parce que je sais d'expérience dans mon domaine de spécialité qu'en général, il faut plus de 30 jours pour obtenir un rapport psychiatrique complet, à moins que les ordonnances de la Chambre permettent d'accélérer le processus. Et les documents nécessaires sont 2 rapports émanant de 2 psychiatres différents de façon à s'assurer que leur avis professionnel coïncide, à moins qu'il n'y ait divergence d'opinion entre eux. Mais en tout cas, il faut 2 rapports. Donc, je pense qu'il serait probablement plus utile de traiter de cette question si les juges de cette Chambre partagent mon point de vue. Cela aiderait chacun, j'en suis sûr, si les psychiatres pouvaient parler à l'accusé dans une langue que je comprends, plutôt que d'ajouter le problème supplémentaire de l'interprétation. J'apprécie l'importance du problème, mais je pense que les juges doivent disposer de ces rapports d'experts le plus rapidement possible. Le Président, êtes-vous au courant, Maître Morrison, du fait que la Chambre a reçu un rapport écrit? Maître Morrison, non. Le Président, eh bien, peut-être pourrions-nous en parler à huis clos, car il s'agira de l'état de santé mentale de votre client. L'opinion publique est au courant de l'existence de certains problèmes à cet égard, mais il vous appartiendra de déterminer si oui ou non vous souhaitez, lorsque nous parlerons de cela en détail, que nous passions à huis clos. Maître Morrison, instinctivement et sans avoir consulté mon client, je serais plutôt favorable à un huis clos, mais je signale que je n'ai pas lu le document. Donc, il est possible que la décision prise par M. Kovacevic aille dans le sens contraire. Je suis sûr qu'il a entendu ce que je viens de dire grâce aux interprètes. J'ai donc proposé que nous passions à huis clos. Et pour qu'il comprenne bien de quoi il est question, j'ajouterai que le problème est un problème de respect de son intimité. Donc peut-être pourrait-il nous dire quelle est son opinion sur le sujet, le Président. Mais en tout état de cause, un huis clos partiel serait sans doute suffisant, car les mots prononcés ne sortiraient pas du prétoire. Et ce serait préférable à l'obligation dans laquelle nous pourrions nous trouver de baisser les stores. Maître Morrison, oui. Le Président, M. Kovacevic, M. Morrison estime que vous préféreriez sans doute discuter de votre état de santé mentale sans que le public puisse entendre ce que vous aurez à dire. Donc, hors micro. Je crois comprendre, puisque je vois que vous opinez du chef, que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit. Mais avant de rendre votre décision, Madame Somers, peut-être pourriez-vous indiquer quelle est la position de l'accusation sur ces 2 sujets. Le premier étant, est-il utile ou pas de donner lecture à l'accusé de l'acte d'accusation aujourd'hui? Et le deuxième étant, si nous devons passer à huis clos pour discuter de son état de santé mentale. Madame Somers, Monsieur le Président, nous ne sommes pas à huis clos en ce moment, donc j'indiquerai simplement que l'accusation ne dispose pas d'informations plus récentes
que celles qui ont été fournies le 27 octobre. Donc, je serais très reconnaissante également d'avoir sous les yeux ou d'entendre parler de l'évaluation la plus récente de l'état de santé de M. Kovacevic. Sur la base de rapports antérieurs, nous avons cru comprendre que la poursuite des débats était possible. Donc, je laisse la liberté à la Chambre de prendre sa décision en la matière et éventuellement de nous. Nous passions à l'audience publique. Mr. Kovacevic. Le président, Monsieur Kovacevic, la Chambre comprend que actuellement vous avez des problèmes d'ordre médical. Pour cette raison, nous ne sommes pas sûrs qu'il serait utile ou nécessaire de vous donner lecture actuellement de votre acte d'accusation. Mais étant donné que la comparution initiale ne sert pas uniquement pour que l'accusé entende l'acte d'accusation, mais qu'elle aussi sert pour informer le public, je vais essayer d'exposer les faits brièvement. Dans l'acte d'accusation, cet acte d'accusation concerne le pilonnage de Dubrovnik à partir du 6 décembre 1992. D'après l'acte d'accusation, il y a eu une attaque contre la ville de Dubrovnik et vous êtes précisément mis en accusation en raison de votre participation à cette attaque. Attaque qui, selon l'acte d'accusation, a eu pour résultat la mort de 2 personnes et a fait 3 blessés. Attaque qui s'est soldée également par des dégâts matériels importants non nécessités par une nécessité militaire, dégâts subis par des monuments et bâtiments civils. Et cette attaque a également provoqué la destruction et des dommages importants dans des institutions dédiées à la religion, à la charité, à l'éducation, aux arts, aux sciences, ainsi que dans des monuments historiques et des œuvres d'art. Compte tenu de votre participation évoquée dans l'acte d'accusation, vous devez répondre de votre responsabilité au pénal, soit pour participation personnelle, soit au titre du fait que vous seriez tenu pour responsable en raison de votre position hiérarchique au commandement des opérations. Voilà donc en résumé de quelle façon est désignée votre participation aux événements du 6 décembre 1991 à Dubrovnik qui ont fait des morts, des blessés et provoqué des dommages. Je ne vais pas vous demander de quelle façon vous allez plaider aujourd'hui, coupable ou non coupable. Il faudra d'abord que la Chambre détermine si un examen psychiatrique complémentaire est nécessaire. Selon le règlement du tribunal, un accusé peut se prononcer sur sa façon de plaider dans un délai de 30 jours, mais peut également se prononcer le jour de la comparution initiale. Je ne vous demanderai pas de vous prononcer aujourd'hui, mais si la Chambre se convainc du fait que vous êtes apte à vous prononcer sur votre façon de plaider, elle vous demandera de le faire à une date ultérieure.
Et à l'intention du public, je vais brièvement donner lecture de la formulation juridique contenue dans l'acte d'accusation. Chef 1 à 3, meurtre, traitement cruel, attaque contre des civils. Le meurtre étant en violation des lois ou coutumes de la guerre, tel que reconnu par l'article commun 3.1a des Conventions de Genève de 1949, faisant l'objet de sanctions en application des articles 3 et 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 2, traitement cruel, violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnu par l'article 3.1 petit a commun des Conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 3, attaque contre des civils, violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnu par l'article 51 du protocole additionnel 1 et l'article 13 du protocole additionnel 2 aux Conventions de Genève de 1949 et sanctionné par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. As far as the damage done to objects. Quant aux dégâts subis par les bâtiments, cette attaque du 6 décembre 1991 sur la ville de Dubrovnik a donné lieu à la rédaction par le bureau du procureur du chef 4, dévastation non justifiée, attaque illégale contre des biens de caractère civil, l'interprète se reprend. Dévastation non justifiée par les exigences militaires, une violation des lois ou coutumes de la guerre, sanctionnée par les articles 3 petit b ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 5, attaques illégales contre des biens de caractère civil, une violation des lois ou coutumes de la guerre reconnue par l'article 52 du protocole additionnel 1 aux Conventions de Genève de 1949 et par le droit coutumier, et sanctionnée par les articles 3 ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Et enfin, chef numéro 6, destruction ou endommagement délibéré d'édifices consacrés à la religion, à la bienfaisance et à l'enseignement, aux arts et aux sciences, de monuments historiques, d'œuvres d'art et d'œuvres de caractère scientifique, une violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnée par les articles 3 petit d ainsi que 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Et nous avons en annexe de l'acte d'accusation un document qui traite de la structure organisationnelle globale des forces militaires qui ont participé à l'attaque décrite dans l'acte d'accusation. Et en annexe 2, un autre document qui est un tableau, une série de 50 tableaux, en fait, qui décrivent en détail les dommages causés aux institutions consacrés à la religion, à la bienfaisance, à l'enseignement, aux arts, aux sciences, ainsi que causés aux monuments historiques, aux œuvres d'art et aux œuvres de caractère scientifique qui sont mentionnées dans l'acte d'accusation et qui se trouvaient dans la vieille ville de Dubrovnik. Monsieur Kovacevic, avant de suspendre l'audience, pour que les juges puissent délibérer sur les questions posées par le Conseil de la Défense quant au fait de savoir si vous êtes apte ou pas à vous prononcer sur votre façon de plaider, je demanderai à vous-même ainsi qu'à l'accusation si d'autres questions doivent être discutées. Je pense ici tout particulièrement aux conditions de détention. C'est quelque chose dont on débat très souvent lors de la comparution initiale. Monsieur Morrison, d'après ce que j'ai pu comprendre aujourd'hui, l'accusé, mis à part son état mental, l'accusé souffre aussi de claustrophobie du fait de sa détention. Je ne sais pas si cela fait partie de son état psychologique général, si cela fait
partie de sa condition psychiatrique, mais en tout cas, il est claustrophobe et ceci s'est manifesté au moment où nous étions dans une petite pièce au quartier pénitentiaire car la porte était fermée. Cette sensation de claustrophobie, bien sûr, par la suite provoque des angoisses et un malaise. C'est quelque chose que j'ai pu observer moi-même. Je ne suis pas ici pour témoigner, mais en tout cas, ce sont des faits dont se plaint l'accusé lui-même. Par exemple, il y a aussi une perte d'appétit et, si je peux le dire dans un langage tout à fait profane, il est physiquement moins bien, il va moins bien qu'il ne devrait aller. Il a aussi quelques problèmes donc purement physiques. Par ailleurs, en tant que nouveau détenu, et c'est souvent le cas, il est dans un état de choc suite à son transfert. Il ne m'a pas demandé de parler ici d'autres problèmes ou d'autres faits, mais ceci sont donc les observations dont j'ai pu vous faire part suite à mon entretien avec l'accusé. Le président, Monsieur Kovacevic, avez-vous quelque chose d'autre à dire à la suite de ce que votre conseil de défense vient d'exposer? L'accusé. Mon conseil a bien remarqué dans quel état je me trouve. Mon frère s'est trouvé une fois dans une même situation que moi, psychologiquement, et par la suite, il s'est suicidé. J'espère que cela ne va pas m'arriver. Je dois dire que je suis assez claustrophobe dans une petite pièce, mais pas loin, il y a une salle de gym et je passe la plupart de mon temps là-bas. Je ne suis pas à l'aise dans un groupe, mais j'essaye de m'adapter dans la mesure du possible. Je souffre, je vais continuer à souffrir dans la mesure où cela m'est possible, mais je ne sais pas pendant combien de temps je vais pouvoir tenir. Avant de venir ici, j'ai été détenue pendant à peu près un mois dans une situation beaucoup plus difficile, dans une situation où certainement il y avait moins de confort. Mais ce qui m'arrive ici est quelque chose de tout à fait particulier. Je ne sais pas pendant combien de temps je vais pouvoir tenir, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je perds l'appétit et je ne me sens pas du tout bien. J'étais plus en mesure de venir ici vendredi dernier qu'aujourd'hui. Quelqu'un avait déjà reprogrammé mon comparution initiale pour aujourd'hui. Je ne sais pas si les médecins ou d'autres doivent donner leur opinion, mais il y a aussi des remarques, des observations qui viennent d'être faites par mon conseil que je ne lui avais pas demandé d'exposer ici. Le président, merci, Monsieur Kovacevic. Je me tourne maintenant vers Madame Summers. Est-ce que vous désirez intervenir, Madame? Madame Summers. Monsieur le Président, je souhaiterais répondre par rapport à un certain nombre d'éléments une fois que nous allons avoir les rapports, mais il n'est pas tout à fait unique ce que nous venons d'entendre par rapport aux conditions de détention. Ce sont des choses que d'autres détenus avaient pu évoquer. Donc, je ne m'attarderai pas là-dessus plus que cela. Il faut par ailleurs souligner que cet accusé n'est pas le seul accusé en l'espèce. Et nous devons aussi voir l'accusé, M. Strugar, et
tout ce qui est lié à cette affaire doit donc être vu dans cette optique-là. Le président. La Chambre sait que pour l'instant, nous avons là une affaire. Du moins pour l'instant, il s'agit d'une affaire où nous avons des co-accusés. Nous allons voir l'évolution de cela à l'avenir. Est-ce que vous souhaitez évoquer autre chose? Madame Somers, si vous me le permettez, je souhaiterais dire que une fois que la plaidoirie de culpabilité ou non-culpabilité sera prononcée, que nous sommes tout à fait prêts dans cette affaire et que nous serons prêts aussi à donner tous les documents, tout le matériel à la défense. En l'application de l'article 66A petit i. Yes, when I read Le président, vous parlez du 66A, Madame Somers, et je vois ici que la communication doit avoir lieu dans un délai de 30 jours à partir de la comparution initiale. Ici, bien sûr, il n'est pas dit qu'il faut que l'accusé ait plaidé coupable ou non coupable. Le règlement nous demande à ce que l'accusé se prononce quant à sa culpabilité dans un délai de 30 jours. Comment interprétez-vous l'article 66? Est-ce que les 30 jours commencent, le délai de 30 jours commence à partir d'aujourd'hui ou à partir du moment où l'accusé aura plaidé coupable ou non coupable? Madame Somers, je crois que la comparution initiale, telle que définie ici, nous laisse dans un doute. Je vais essayer de me renseigner quant à la jurisprudence en la matière. Et en vue de tout ce qui a été dit en séance publique et à huis clos partiel, nous pourrons certainement communiquer les documents, mais nous craignons que peut-être ces documents ne seront pas toujours traités avec la confidentialité. Bien sûr, non pas de nos collègues de la Défense. Tout de même, étant donné qu'un certain nombre de documents sont confidentiels, je pense que nous aurions plutôt tendance à dire que le délai de 30 jours commence à partir du moment où l'accusé a plaidé coupable ou non coupable. Le président. Quant à la communication, peut-être que s'il avait tous ces documents, l'accusé pourra se décider plus facilement s'il va plaider coupable ou non coupable. Madame Somers, je ne pense pas que ce soit judicieux, mais je crois comprendre que la question qui se pose est de savoir si l'accusé est apte ou pas à dire de quelle façon il va plaider. Donc nous nous trouvons dans un cercle vicieux. Je préférerais pour ma part que les éléments
annoncé à huis clos et en public soit pris en compte avant qu'une décision définitive ne soit rendue. Le président Maître Morrison, avez-vous quelque chose à dire à ce stade, Maître Morrison, Monsieur le Président? Avec le respect que je dois à la Chambre, je vois bien quel est l'aspect tout à fait raisonnable de la position du procureur sur ces questions. Bien entendu, si tout allait le mieux du monde, il serait souhaitable que l'accusé ait sous les yeux les documents à l'appui de l'acte d'accusation le plus rapidement possible. Mais nous parlons ici, n'est-ce pas, de la communication des documents et deux choses sont en cause. D'abord, une décision indépendante doit être prise par le procureur quant à la date à laquelle les documents seront communiqués ou à la période en question. Et deuxièmement, compte tenu d'une ordonnance de la Chambre, la communication doit démarrer. Donc, il appartient sans doute au juge de cette Chambre, au cours de la suspension d'audience, de se prononcer sur la façon dont le processus se déroulera. Et j'en parlerai avec mes collègues de l'accusation de façon à établir une façon de procéder sur la base d'un compromis de bonne foi. Le président, oui. Madame Summers, puis-je ajouter quelques mots? Le président, je vous en prie. Madame Summers, merci, Monsieur le Président. Une autre question se pose en rapport avec ces documents à l'appui de l'acte d'accusation, à savoir les requêtes et les exceptions préjudicielles qui peuvent être présentées les 72 requêtes et exceptions qui sont prévues. Et à quel moment elles doivent être présentées. Si la Chambre ordonne que nous les remettions aujourd'hui, nous demanderons bien sûr que le délai commence à courir à partir du dépôt de ces requêtes, car c'est un point important. Il est difficile de distinguer les deux choses. Donc je demande simplement à la Chambre de nous dire si elle établira un lien entre les deux aspects de la communication des pièces, c'est-à-dire remise des documents et remise des requêtes. Le président, vous vous rendez bien compte que l'article 72 se lit comme suit. Les exceptions préjudicielles doivent être enregistrées par écrit. Et au plus tard 30 jours après que le procureur a communiqué à la défense toutes les pièces jointes et déclarations visées à l'article 66A petit i. Maître Morrison. Maître Morrison, c'est un élément tout à fait décisif et là encore, nous voulons faire preuve d'un excès de précaution. Je suis conseil assigné à cette affaire pour le moment de façon temporaire. Donc, je pense qu'il serait préférable de respecter les délais prévus par l'article 72 plutôt que de démarrer la communication des pièces aujourd'hui. En d'autres termes, l'ordonnance de communication devrait, à mon avis, être considérée comme commençant à courir à partir de l'arrestation plutôt que de la date de la comparution initiale. Le président, oui, je comprends. Le président de la Chambre se penchera sur les éléments qui lui ont été fournis aujourd'hui afin de rendre l'ordonnance ou la décision qui s'applique. Mais nous allons d'abord délibérer sur les questions évoquées ici aujourd'hui. La Chambre veut croire que les parties continueront à tenir des rencontres et à communiquer l'une avec l'autre afin de résoudre les problèmes qui se posent éventuellement. Et elle aimerait être informée du progrès de ces réunions. The final thing I'll then do is Enfin, je voudrais faire savoir aux partis et à vous, Monsieur Kovacevic, qu'en tout état de cause, dans un délai de 30 jours, une autre audience se tiendra,
Nous verrons quel en sera l'ordre du jour, mais en tout cas, il est possible que l'on vous demande de vous prononcer sur votre façon de plaider. Tout dépendra des décisions qui seront prises entre-temps par la présente Chambre. Et de toute façon, vous comparaîtrez devant cette Chambre dans le délai que je viens de citer. Nous suspendons donc pour l'instant sine die.